Après la chute de Biboué, plusieurs autres villages ou sites sont tombés entre les mains de l'Alliance Fleuve Congo, à savoir Mpati et les restes. Là, nous sommes dans les territoires à cheval entre Walikale, mais précisément, nous sommes dans le territoire de Massissi, à la frontière avec le territoire aussi de Rutshuru, ainsi que de Walikale. Une carrière minière a été fermée temporairement dans le sud Kivu, à savoir Lomera, par l'Alliance Fleuve Congo depuis les 9 pour des raisons sécuritaires. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez à cet espace Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre 2025. Nous venons encore analyser ensemble avec vous et partager ces moments où nous vous faisons comprendre ce qui se passe. Partagez, restez connectés, abonnez-vous. Merci, c'est grâce à vous que nous sommes en train d'aller vers nos 58K sur YouTube. Et c'est grâce à vous que nous voulons faire 80K sur TikTok. Ne manquez pas de nous laisser surtout les likes, un cœur aussi. Faites abonner même 1000 personnes à cette chaîne pour rendre notre communauté grande. Alors, pendant que les yeux de tout le monde sont fixés sur les événements et les situations qui se passent à Uvira, et dans la distraction la plus totale, l'Alliance Fleuve Congo déclare avoir riposté farouchement aux attaques des FARDC dans le contrée de Massissi en diagonale ou bien à la frontière avec le territoire de Walikale. Les sites qui viennent de tomber sont tellement purement stratégiques pour moi et sont d'une importance capitale. Alors d'abord, nous voulons savoir, parmi les sites parmi les lieux qui sont tombés entre les mains de Alliance Fleuve Congo, AFC bar M23, on parle de Biboué, Mpofi ainsi que Itebero que je prie d'abord les 3 qui sont si importants. Alors, Biboué, nous sommes où? Biboué, nous sommes dans les territoires de Massissi. C'est pratiquement à la frontière avec le territoire de Walikale. Et après la chute de Biboué, on signale que c'est Nyagisozi qui est tombé. Il y a Mpati, il y a Rukweti, ainsi que Ruinzi. Après, c'est là on parle de la chute d'Itebero. D'abord, où serait Biboué? Comme j'étais en train de le dire. Biboué dans les territoires de Massissi. Il est au-dessus de Kichanga, pour les gens qui savent. Anciennement, à Biboué, il y avait une paroisse catholique longtemps, mais elle n'existe presque plus. Biboué, c'est un territoire partagé entre divers peuples. Les Houndé, les Hutus, ainsi que les Tutsis qui sont dans les coins. De même que si vous quittez Biboué, vous avancez comme si vous venez vers Kichanga, vous allez aller après Biboué Sympathie. Cet endroit, c'est parmi les lieux le plus haut. Ce sont des hauts, donc parmi les lieux les plus hauts dans le Nord Kivu. C'est vraiment dans les collines là-bas. Et je pense que pour moi, puisque après Biboué, vous avez Mpati à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres. Et après Mpati centre, vous avez les Nyagisozi et tout ça, vous descendez à Kichanga. Et là, nous sommes en train de parler au-delà de 90 km de Goma. Et la chose la plus importante dans cette zone-là, c'est une zone contrôlée par les Maï APCLS. On parle des APCLS, on parle de Janvier, qui est presque le chef, un grand Maï dans cette zone, qui s'autoproclame comme le défenseur des tribus Houndé. Bon, dans la zone d'Empati, il y a beaucoup de Hutus qui sont, notamment avec, anciennement, il y avait leur groupe armé de Nyatura et consorts, mais Mpati était aussi réputé, et toute cette zone-là, comme étant des zones abritant des FDLR. Alors, si les M23 se sont vraiment pressés de prendre cette zone, c'est aussi probablement à cause de la présence des FDLR et de la présence de ces groupes armés, puisque à partir de ça, ils font jonction avec le territoire de Walikale. Et dans les territoires de Walikale, vous avez aussi les Maï du NDC, de Guido, qui sont à côté, qui se retrouvent chaque fois en coalition. Alors, qu'est-ce que Biboué offre?
À partir de Biboué, d'abord, c'est Biboué, Mpati, tout ça, ce sont des terres riches en agriculture. Ce sont des terres tellement riches. À Mpati, par exemple, on peut facilement récolter pendant 4 ans au cours d'une année. Ils cultivent beaucoup la pomme de terre, la patate douce, les haricots, beaucoup de légumes. En Mpati, il pleut presque tous les 2 jours. En Mpati et Biboué, pour la première fois, je vis la neige. Moi, j'ai des images où j'ai vu la neige, c'était en Mpati. Je vis la neige en Mpati pour la première fois et j'ai pris des photos. En Mpati, il y a la neige. Il fait tellement froid que peut-être on se croirait en Suède ou en Suisse, quelque chose comme ça. Le climat est trop favorable à l'élevage. Vous comprenez? Donc, c'est à la fois des zones purement vertes qui sont remplies de merveilles de l'agriculture et qui sont des zones vraiment, vraiment importantes. Alors, comme je disais, qu'est-ce que offre Biboué? Si vous êtes à Biboué, Biboué vous interconnecte déjà du territoire de Walikale. Comme je venais de vous dire que Biboué est à cheval entre les 3 territoires, je comprends que ceux qui ont pris Biboué, ils sont sortis du territoire de Ojuro. Puisqu'ils sont en train de faire jonction, ils sont en train de venir vers Mpati pour peut-être faire jonction avec ceux qui ont pris la route Nyagisozi et tout le reste. Ils se retrouvent dans cette zone-là. Alors, à partir de Biboué, vous êtes à 28 km de Mpofi. Mpofi, c'est un verrou important dans le territoire de Walikale. C'est parmi les villes, je peux dire les cités, qui vous donnent accès direct sur la route à plus de 80 km à Walikale centre. Mpofi est reconnu et réputé pour être un grand centre qui fait jonction avec Kachebere et d'autres dans les territoires de Massissi ainsi que les territoires de Rutshuru, et vous vous y trouvez. Donc, si les M23, comme on le dit que les M23 ont pris ces positions, ils sont à Biboué, c'est pour dire que prochainement leur cible, c'est Mpofi. Et déjà à partir de Mpati, à partir plutôt de Biboué, ils ont la facilité maintenant de frapper sur Pinga. Donc là, il y a plusieurs options qui s'offrent. Ils vont prendre la direction de Pinga, mais à l'est et à l'ouest, ils vont descendre vers Mpofi. Et arriver à Mpofi, ils sont à 80 km de Walikale centre. Mais on nous dit aussi que Itebero est tombé. Attends. Itebero, d'abord, Itebero est mélangé, est une mélange de cultures. À Itebero, vous avez les Houndé, vous avez d'abord le tribu majoritaire, ce sont les Rega. Vous avez aussi les Nyanga qui sont là-bas, de Nyanga de Walikale. Itebero, Biboué, Mpati, Mpofi, ce sont des lieux reconnus pour leurs ressources minérales et notamment l'exploitation artisanale. Donc toutes ces zones-là que je suis en train de vous dire, ce sont des endroits qui regorgent beaucoup de minerais et dont le M23, je pense, il a trouvé un intérêt de pouvoir s'emparer de ces zones, répondre, c'est comme ils disent, riposter à ce que le gouvernement fait, mais ça leur donne beaucoup d'avantages économiques, stratégiques et militaires. Puisque par exemple, si vous êtes à Itebero, vous visez Walikale centre. Mais Itebero, vous êtes aussi à la fois à cheval avec le territoire, avec la province du Sud Kivu. Vous êtes dans le Nord Kivu avec le Walikale. Vous êtes en jonction, en contrôlant facilement des axes qui vont en Mpofi, des axes qui vont peut-être pour les gens qui vont aller dans d'autres lieux. Il y a un village tout autour avant Itebero. J'oublie le nom, j'ai été quelque temps, j'ai été en mission un jour. Il faudrait que je retrouve mes archives. Mais il y a un village qui est aussi tellement, il est trop réputé d'être occupé par le groupe armé. Donc toutes ces zones-là que je suis en train de vous parler, il y a beaucoup plus de Maïmaï, il y a beaucoup plus de présence FDLR, et il y a beaucoup plus de présence de gens qui... L'autorité de l'État, sauf en Mpofi, que l'État est présent, donc l'État congolaise, mais d'autres endroits, il est difficile vraiment de parler de l'autorité de l'État. Alors, Itebero va leur donner d'abord beaucoup de castérites. À Itebero, il y a beaucoup de la castérite. Il y a aussi beaucoup, quand on parle de la castérite, vous comprenez tout ce qui vient avec.
euh, ils sont dans des zones qui sont à la fois partagées entre l'or, la castérite et le coltan, mais ça étouffe Walikale, puisque Itebero fournit de biens à Walikale en provenance du Sud Kivu. Mpofi aussi leur donne accès à tout ce qui vient du Nord Kivu. Et comme ils sont en train d'aller dans ce sens-là, nous pouvons dire que Walikale encore petit à petit, elle va continuer à se sentir étouffée. C'est trop important les sites dont je viens de vous parler, à la fois sur le plan militaire d'abord, puisqu'ils se permettent au moins d'étouffer l'avancée et les concentrations de plusieurs FDLR, et surtout sachant que dans ces zones-là, il y a beaucoup de groupes Wazalendo qui répondent à des groupes qui répondent aux tribus. Chez les Hutus, vous allez voir, comme je vous disais, si ça existe encore, les Nyatura, qui sont devenus aussi des Wazalendo, je ne sais comment. Chez les Hunde, là-bas, vous avez les NDC. Chez les Nyanga, vous avez les AP Célestes. Donc, c'est ainsi chaque groupe d'autodéfense qui prétend protéger sa propre communauté. Alors, toutes ces histoires-là, si l'AFC vient le balayer, facilement, il se donne une grande, c'est un grand empreinte. Mais pour moi, le morceau de dire là-bas, c'est l'APCLS. Tout le monde connaît ce que j'ai dit là. APCLS a toujours été un morceau de dire depuis beaucoup de temps pour le M23. Je ne sais pas si, comme je l'avais appris, que Janvier avait intégré ces histoires de Wazalendo, pour moi, je m'étais dit, il s'était rendu faible, puisque la force de APCLS, c'était dans sa vision, dans son idéologie et sa résistance étant, il ne voulait surtout pas s'intégrer avec les autres puisque il trouvait que les autres, deux fois, ils faillissaient à leur mission. Bon. Avec les coalitions et tout ça, ça a amené que les gens soient ce qu'ils sont. Alors, comprenez maintenant que le territoire Walikale Centre continue à être un objet, un cible potentiel qui est chaque fois étouffé. Nous allons chercher, peut-être nous allons revenir pour vous donner plus de détails par rapport à tout ça. Dans le territoire, dans la province du Sud Kivu, on nous dit que le site minier de Lomera, le site minier de Lomera à Louhi, dans le territoire de Kabare, a été fermé le 9. Par qui? Par l'AFC. Alors, pourquoi l'AFC a donc décidé de pouvoir fermer ces sites miniers? L'AFC déclare que ces sites miniers deviennent de chaque jour potentiellement, il devient potentiellement le lieu d'insécurité. Alors pour ce faire, on a demandé à tous ceux qui font la mine dans cette zone-là, tous ceux qui sont des artisanaux, des individus, de quitter la zone pour que l'AFC leur permette de revenir après identification. Bon. Certainement, vous avez compris que beaucoup de Wazalendo, ils aiment beaucoup, ils ciblent plus le carré minier. Pourquoi les Wazalendo ciblent le carré minier? C'est pour se rendre maître de ces endroits et chercher à chaque fois collecter de l'or, collecter ceci, imposer des choses. C'est comme ça que individuellement les creuseurs viennent creuser et après avoir creusé, ils doivent remettre une certaine contribution en nature, soit 1 gramme, si vous avez 10 grammes, vous devez les remettre 2 grammes et tout ça. C'est comme ça que ces chefs Wazalendo-là se font beaucoup d'argent. Ainsi donc, le carré et le mine les attirent d'abord pour cette question financière et aussi pour les gens qui les ravitaillent en armes et munitions, puisque ceux qui les donnent des armes et des munitions, deux fois ce sont des militaires FARDC. Bon, nous savons la logique, pour le moment, les Wazalendo sont totalement équipés par la FARDC. Alors, ils répondent chacun à un chef ou à quelqu'un et ils préfèrent être dans les carrés miniers, dans les sites miniers plutôt, pour se faire de l'argent et imposer leur notoriété. Alors, si le M23 a jugé que cet endroit est d'abord un lieu d'insécurité, puisqu'il y a eu des attaques, rappelez-vous, certaines attaques qui ont eu dans ces zones-là, alors ils ont jugé bon que les gens évacuent d'abord. En évacuant, c'est dans le souci de pouvoir revenir. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. Et l'identification, on ne sait pas si on va demander à tout creuseur qui veut reprendre à creuser, il doit payer
soit un carnet, soit une carte, quelque chose. Au moins, ça va permettre qu'il y ait de l'ordre, qu'on identifie les gens qui sont là-bas. Et aussi, ça permettra à ce qu'au moins, on identifie, on a la facilité de contrôler les allers-retours de Ouazalendo. Je pense que cette stratégie va être mieux pour étouffer encore ce que font les Ouazalendo. Puisque sans les carrés miniers, ces Ouazalendo-là auront du mal à vivre, puisqu'ils en profitent pour faire ce qu'ils peuvent. Par contre, nous sommes dans les contextes où le boulot et les sociales sont devenus compliqués. Ça renvoie beaucoup de gens au chômage et beaucoup de familles qui en dépendaient pour le moment, ils vont se retrouver bloqués, ils vont se retrouver coincés. Aussi, ça va créer une petite pénurie de minerais temporairement, le minerai qui vient de cette zone. Donc, il faudrait que l'autorité locale qui s'est mise à prendre cette décision voient dans la mesure du possible comment ils peuvent réhabiliter si vite le site pour permettre à ce que la population qui en dépendait, connaissant la réalité de notre pays, il n'y a pas de boulot, qui en dépendent, qu'ils puissent au moins se retrouver. La Mouka, au travers Fayoulou, propose 3 jours de deuil. 3 jours de deuil, pourquoi? Pour le massacre qu'il y a eu à Lubero. C'est lui qui propose, et curieusement, c'est un parti politique qui propose, mais le gouvernement n'a rien proposé jusque-là. Le gouvernement n'a même pas dit un seul mot que nous pouvons espérer et attendre d'eux. Ils se sont contentés, Mouyaya s'est contenté à faire un communiqué pour le conflit, pour le bombardement d'Israël sur le Qatar. Ils préfèrent faire ça. Bon, on nous a demandé de rester professionnels, on reste quand même professionnels. Pour ce qui est de la question qui vise les morts de chez nous, personne n'en parle. Je répète toujours cette phrase et je le dis chaque fois. Même si nous crions, demandant à ce qu'on reconnaisse les génocaustes chez nous, il sera difficile qu'on reconnaisse cela. Dès lors que on va nous poser la question. Vous avez 100 corps sur la terre. Vous demandez qu'on reconnaisse ces génocides pour des choses qui s'est passées il y a longtemps. Mais les corps qui sont frais là, qu'est-ce que vous en faites? Le gouvernement n'a ni assisté à l'enterrement de ces gens. Le gouvernement Félix n'a ni présenté ses condoléances. Le pays tout entier, il vit très bien. Pendant ce temps, on pouvait même penser que le léopard qui allait jouer allait même porter des brassards, je peux dire même des bandes noires, pour symboliser les deuils qu'il y a là-bas. De plus de 120 personnes tuées. Mais on n'a rien foutu. Bon, ils s'en fichent de ce qui se passe là-bas. Ce qui les intéresse au moins, c'est de savoir que le stade a été vandalisé et ils vont reconstruire le stade. Ça, c'est une priorité pour le gouvernement, reconstruire le stade. Puisque là encore, vous avez donné l'opportunité à Didier Boudimou de nous donner encore une autre facture de 100 millions. Bon, quand même, on comprend que c'est sous l'auspice et sous l'égide du président de la République que le stade a été détruit. Puisque c'était si on allait réussir ce match, on allait dire que c'est sous l'égide du président que nous sommes passés pour aller au mondial. Mais c'est encore sous l'égide du président que le stade a été vandalisé. Donc on doit aussi reconnaître que ce sont les efforts de Félix de détruire, de saboter le stade de Martyrs, alors que jusque-là, il n'a jamais été à mes yeux de nous construire même un stade de 500 ou 2000 personnes. Demain, vendredi, nous attendons tous le procès du siècle. Nous attendons la conclusion, pas seulement la conclusion, mais la sentence du procès du siècle de Joseph Kabila. En tout cas, nous n'espérons pas grand-chose, puisque nous pensons que la messe elle a été déjà dite. Et si le procès a causé la honte à tout un pays, c'était pour arriver à un résultat de honte dont on attend demain. Ces résultats de honte dont moi je ne peux pas m'étonner, qu'on me dise que Kabila a été condamné à mort et tout ça. C'est ce qu'on attend. En fait, nous sommes déjà préparés à écouter juste ce qu'ils vont lire. Mais là encore, je pense que tous les hommes de droit de la RDC, aujourd'hui vous nous avez montré que ce que vous apprenez n'a rien à voir avec ce que vous faites. Nous avons compris que
Et j'ai suivi une infirmière qui disait elle travaillait à la banque. Et j'ai cru qu'elle travaillait à l'hôpital ou au centre de santé de la banque, mais elle travaillait à la banque, au guichet de la banque, et elle travaillait au service de comptabilité de la banque étant infirmière. Donc ça, c'est tout à fait normal ici que le messieurs, les avocats, le juge d'un procès de la honte, nous brandissent un procès sans avoir eu de preuves. Alors, la mission qui est conduite par le ministre de l'Intérieur pour arriver à Uvira, elle est déjà là. On attend savoir comment ils vont se décider. Mais comme je vous l'avais dit, on a préféré envoyer le ministre de l'Intérieur, on a laissé le ministre de la Défense, on a laissé son adjoint. Là où les militaires sont en train de se battre, pas le policier, le militaire, on envoie un ministre de l'Intérieur. C'est trop compliqué en RDC. Vous voyez que la RDC est toujours au contre-courant de tout. On envoie un ministre de l'Intérieur là où l'armée fait la guerre, aux civils. Bon, on peut me dire, mais c'est dans ses compétences, c'est lui le ministre de l'Intérieur. Mais et l'armée est dans les compétences du ministère de l'Intérieur ou bien de la Défense. Et pourquoi tout le monde de la Défense n'est pas parti? Vous voyez que ce sont des gens seulement qui sont limités là-bas à Kinshasa à beaucoup parler, mais quand il s'agit des choses qui sont réelles et vraies, ils ne les font pas. Et on envoie le ministre de l'Intérieur là, puisqu'il est de l'Est, de Kivu, il va parler. Après, on va vous dire, c'est une résolution qui est sortie entre les Kivusiens eux-mêmes. Je n'ai pas été là, il y a eu personne de nous qui a été là. Ce sont eux-mêmes qui se sont bâtis, ils se sont tués, et ce sont eux-mêmes qui sont décidés. Et voilà les choses. Bon. Que pensez-vous de tout ça? Analysons comment nous avons fait ce matin ou ce soir le tour de la situation. Et nous l'avons essayé un peu de l'analyser avec vous pour vous permettre que vous ayez quand même le condensé et les éléments le plus frais. Et nous gardons un œil sur ce qui se passe à Uvira, savoir ce que la mission va dire. Est-ce que le président va rentrer aujourd'hui de Kazakhstan? On espère encore. On espère qu'il revienne pour peut-être notre deuil, on va le pleurer quand il sera là. Mais au moins, il a eu le temps de demander à Didier Boudimbo de réhabiliter le stade, mais il n'a pas su dire nos condoléances à ceux qui sont morts. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.